Public. Monsieur Jean-Marc Aboun, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Est-ce que c'est ainsi que vous répondez aux propos tenus hier sur cette antenne au président du Sénat? Christian, je suis d'abord désolé que cette discussion qui était à l'interne, qui n'avait pas encore trouvé un dénouement heureux, puisse être aujourd'hui sur la place publique. Parce que je me suis résolu de répondre parce que juste de ma liberté des pensées d'opinion quant à une question aussi cruciale de la vie de notre pays. Je reconnais bien avoir écrit ça dans mon tweet et j'assume. J'assume pourquoi. C'est un prisme déformant parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le propos du président du Sénat. En conclusion, quand j'ai fait la synthèse de l'émission que vous avez à tenir avec lui, il veut faire croire à l'opinion que le chef de l'État a violé la Constitution en son article 119 et que pour cela, il faille que le Sénat puisse se réunir afin de corriger ou de régulariser ce qu'il pense être une violation de la Constitution. C'est une hérésie sur le plan de droit constitutionnel parce que notre Constitution ouvre plusieurs brèches quant à ça. Elle offre deux possibilités au chef de l'État. La première, c'est celle qui est consignée à l'article 119. Et l'article 119 est peut-être considéré comme l'article fondateur. C'est cet article qui fonde même l'existence du Congrès. Parce qu'il détermine toutes les matières pour lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès doivent débattre. Dont l'autorisation à donner au président de proclamer l'état d'urgence. J'y arrive. Notamment l'autorisation au chef de l'État de proclamer l'état d'urgence. Ça, c'est un fait. D'autre part, il y a l'article 185 que je n'ai pas trouvé normal 85, du début jusqu'à la fin de l'émission avec l'honorable président du Sénat, n'a pas évoqué. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'ordonnance du chef de l'État. Donc, le fondement constitutionnel de l'ordonnance du chef de l'État proclamant l'état d'urgence, c'est l'article 85. Mais le président du Sénat a dit, ou n'a pas voulu aller sur ce point, parce qu'il a dit clairement dans l'émission qu'à la réunion qui a précédé la proclamation d'état d'urgence par le président de la République, il n'a à aucun moment été question avec lui de cet état d'urgence. Donc, il n'y a pas concertation, l'article 85 le dit, dans cette réunion avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Non, c'est pas vrai. J'ai eu la chance de prendre part à cette réunion, le 23. Il était bel et bien question de l'état d'urgence. Parce que je voudrais d'abord terminer ma première réflexion, je vais arriver à cette question. C'est qu'on donne au chef de l'État une deuxième possibilité, celle décrite à l'article 85. Convoquer le président de deux chambres du Parlement et le Premier ministre, les annoncer à la nouvelle et proclamer l'état d'urgence. Alors, face à ce qui semble être une contradiction dans notre Constitution, le chef de l'État ne peut choisir que la voie qui est la plus plausible et la moins coûteuse. La concertation. Donc la concertation. Parce qu'aujourd'hui, la notion même de l'urgence entre en contradiction avec la longue procédure et coûteuse de l'autorisation par le Congrès. Savez-vous que pour qu'un Congrès se tienne, il nous faut au moins 7 millions de dollars? 7 millions de dollars pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat. Justement, pas moins de 7 millions de dollars. Pendant cette période de pandémie, où le pays a besoin d'argent pour faire face à cette pandémie, on va dépenser 7 millions de dollars dans une réunion d'1 jour. Non, c'est impensable. Mais j'y arrive maintenant à votre préoccupation. Est-ce qu'il en a été question au cours de vos conversations? Y a-t-il eu concertation? Il en a été question. Je pris part à cette réunion. Je pris part à cette réunion parce qu'il était question que nous tous soyons là, les deux bureaux, mais arrivé là,
le directeur de cabinet a fait savoir que non, cette réunion s'est passée dans le format prescrit à l'article 85. Heureusement pour moi, j'étais déjà dans la salle. On ne pouvait pas me faire sortir. C'est comme ça que le collègue Sami Badi Banga et les autres membres des bureaux n'ont pas eu accès à cette réunion. Moi, j'étais déjà dans la salle. Je pris part à la réunion du début jusqu'à la fin. Et vous avez entendu le sujet état d'urgence? Il a été question. Parce que si on veut faire croire à l'opinion qu'on était allé discuter sur les mesures, mais les mesures ont été déjà prises. Les mesures étaient déjà prises. Voilà de quoi nous avons parlé cette fois-là. C'est justement de l'état d'urgence. Comment est-ce que ces mesures, liberticides bien entendu, pouvaient être encadrées par une ordonnance? Parce que notre Constitution ne permet pas au chef de l'État de prendre des mesures liberticides restreignant les libertés de mouvement des Congolais. Nulle part dans la Constitution. La seule issue, c'était donc l'état d'urgence. La solution pour couvrir ces décisions qui ont été prises à l'époque, c'était la proclamation de l'état d'urgence, parce qu'il n'y a que notre Constitution donne le pouvoir au chef de l'État de restreindre les libertés individuelles et collectives des Congolais qu'à travers l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, c'est de cela qu'il a été question. Tout le monde était d'accord sur cette proclamation d'état d'urgence, sur la décision que le président devait prendre de proclamer cet état d'urgence. Mais bien sûr, c'est comme ça que le chef de l'État demandera aux deux présidents d'aller réunir leur bureau, parce que ne pouvant pas convoquer des plénières pour annoncer la nouvelle, mais néanmoins, les deux bureaux pouvaient être réunis dans une réunion mixte pour leur annoncer la nouvelle. Et je vais vous dire, ça c'est le 23. Le 23. Le 20. Avant, je vous dis, ça c'est le 22. Et le 23, les deux bureaux ont été convoqués dans une réunion mixte où la nouvelle a été annoncée aux collègues qui n'avaient pas pris part à la réunion. Moi, ayant participé à la réunion, j'étais un peu curieux d'entendre que la question de la proclamation de l'état d'urgence n'était pas abordée tout de suite dans la réunion. Donc le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sur Top Congo FM ce samedi, n'a pas dit la vérité. Mais c'est pour cela que je dis dans mon tweet, je parlais d'un prisme déformant. Donc, j'ai parlé du prisme déformant parce que chacun veut présenter la chose selon ce qu'il pense être politiquement. Mais ce n'est pas correct. Alexis Tambwe Mwamba ne dit pas qu'il faut corriger. Il dit même qu'il ne veut pas de juridisme. Mais à terme, le Congrès sera de toute manière convoqué pour prolonger cet état d'urgence. Est-ce que le Congrès peut prolonger un état d'urgence qu'il ne connaît pas officiellement? Non. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Alexis Tambwe Mwamba parle d'état d'urgence de fait. L'action doit être posée a priori ou a posteriori. À ma connaissance, l'article 19 doit être exécuté a priori, pas a posteriori. 119. 119, bien sûr. Aujourd'hui... Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent de toute manière, selon vous, se réunir pour prendre acte de cet état d'urgence. Non. Écoutez, Christian, ce qui est aujourd'hui faisable, ce n'est pas convoquer un congrès pour prendre acte, régulariser, ça sera une violation flagrante de notre Constitution. Et plus précisément de l'article 119 sur lequel il s'appuie. Parce que l'article 119 ne parle nullement d'une prise d'acte, d'une régularisation. Il parle d'une proclamation. Non, il parle de l'autorisation de proclamation. Mais nous sommes en quelle étape? L'état d'urgence a été déjà proclamé. Donc, tournons cette page. Il faut éviter de créer des juridismes qui ne nous avantagent à rien. Le président du Sénat dit aussi qu'il évite. Mais la question c'est aujourd'hui, on va se retrouver à un moment où, une fois que l'état d'urgence a été proclamé pour un mois, il va falloir le reconduire. Et ça, justement, le Congrès peut le faire. C'est ça le débat. Et je ne suis pas d'avis que c'est le Congrès. Je vais démontrer ça ici. C'est ça les débats. À moins si... la Constitution le dit. Si nos amis... C'est le Congrès qui nous allons y arriver. À la demande du chef de l'État. Si nous devons aujourd'hui discuter,
je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'État. Pas une histoire de convoquer les congrès pour régulariser. Et moi, je suis très peiné. Hier, j'étais très peiné donc d'entendre le doyen Tambou Mwamba, que je respecte beaucoup, ne pas avoir des égards vis-à-vis du chef de l'État. Tenir des propos subtils, mais très durs vis-à-vis du chef de l'État, quand il dit que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution. Un débat qui était à l'interne, que nous étions en train de discuter, qui n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite, c'est lancer le chef de l'État en pâture pour dire qu'il a violé la Constitution, c'est politiquement incorrect. Dans la mesure où le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution, sur toute la ligne, il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré, son propre directeur de cabinet. Dans la réunion mixte que nous avons tenue à l'Assemblée nationale, le Sénat, lui a dit, je le prends à témoin, je prends tous les autres membres des deux bureaux à témoin, il lui a dit que dans la doctrine, c'est l'article 85 qui doit s'appliquer. Qui prime donc sur le 119. Qui prime sur le 119. Pourquoi? Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un problème. La question de la prorogation est évoquée dans l'article 144 de la Constitution. Quand vous lisez l'article 144 de la Constitution, son alinéa 2 ramène à l'article 116. Et quand vous lisez l'article 116, il n'est pas question du Congrès dedans. Par contre, on évoque le fonctionnement ordinaire des deux chambres, c'est-à-dire comment ils convoquent leurs sessions ordinaires et extraordinaires. Vous descendez un peu plus bas à la linéa 6 du même article, on vous parle, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, mettant fin à l'état d'urgence. Christian, je vous dis ici, je te regarde droit dans les yeux pour te dire que le Congrès n'a pas mission de voter des lois. Nulle part où il est donné, parce que le Congrès trouve son fondement dans l'article 119, vous avez l'article là-bas, dites-moi là où il est dit que le Congrès peut se réunir pour voter une loi. Donc, si l'article 144 évoque en même temps l'article 116 qui parle des sessions ordinaires et extraordinaires de deux chambres prises séparément, et ici on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent voter une loi, c'est-à-dire que c'est une procédure normale de ces deux chambres. On vote une loi à la chambre basse qui est renvoyée en deuxième lecture à la chambre haute et la loi est votée. Donc, il n'est nullement question aussi dans cet article de convoquer un congrès. Parce que cela serait ajouter des choses à une disposition constitutionnelle qui est pourtant claire. J'ai dit une fois de plus, c'est ma conviction. Je ne dis pas que je détiens toute la vérité sur la question ou toutes les connaissances du monde sur la question, mais mon intime conviction me dit que l'article 144 ne fait nullement allusion au Congrès parce qu'il n'en fait pas mention. Lorsqu'il est question du Congrès, la Constitution parle du Congrès. Il faut pas que les gens fassent de l'amalgame en pensant que lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale et le Sénat, on fait allusion au Congrès. Non, l'expression l'Assemblée nationale et le Sénat ne voudrait pas renvoyer, forcément dire au Congrès. Donc le Congrès reste le Congrès tel que défini à l'article 119 de la Constitution. L'article 144 est clair. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai, on parle de 30 jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prolongation pour des périodes successives de 15 jours. Si ce n'est en passant par Assemblée nationale et Sénat, comment le président de la République peut-il prolonger cet état de siège? Nous disons la même chose. Pas de congrès, mais c'est la procédure normale.
un projet de loi peut être déposé dans l'une des deux chambres. Il peut être déposé soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Et cela va suivre la procédure normale parce que les lois sont toujours votées à deux niveaux. Voyez-vous, c'est clair ici. Mais voyez, vous savez, une disposition constitutionnelle, il ne faut pas l'analyser de manière aussi... stricto sensu. Il faut toujours les lire de manière combinée. Déjà, c'est dans le même article. Donc, l'article 144, lisez l'article 116. Que dit l'article 116 évoqué dans l'article 144? L'article 116 dit, il faut être clair, chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour. Voyez, ça, c'est la session extraordinaire. Non, on parle de la procédure normale et simple des deux chambres. Mais on ne parle pas du Congrès. On ne parle pas du Congrès. Donc, le constituant, en mettant l'article 116 dans l'article 144, voudrait tout simplement faire voir qu'il est question de la procédure normale, pas le Congrès. Donc, lisez, je vous demande encore de lire l'alinéa 6, qui est le dernier alinéa de l'article 144. Ici, on dit l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou l'état de siège. Partant du principe que le Congrès n'a pas vocation à voter des lois, il appartient à l'une des deux chambres de voter la loi, de transmettre à l'autre chambre. Ma question revient, pensez-vous qu'il y aura congrès? Doit-il y avoir congrès? Non, absolument pas. Vous au congrès? Absolument pas. Il ne peut pas. Donc vous êtes contre? Pour toutes les raisons que nous avons évoquées ici, il est politiquement incorrect de penser qu'on peut convoquer le congrès en ce moment. Donc, sur le plan juridique, sur le plan de droit, et je précise bien du droit constitutionnel, l'étape de la convocation d'un congrès en ce qui concerne l'état d'urgence dans notre pays est dépassée et ne se justifie pas. Alors, sur le plan politique, c'est politiquement incorrect qu'on puisse vouloir poser des actes qui ont tendance à offenser les chefs de l'État, qui ont tendance à présenter les chefs de l'État, l'opinion, comme quelqu'un qui a violé la Constitution et que le Congrès voudrait corriger. C'est pas correct. Je vais poser pour une dernière fois la question. On parle de Congrès au Palais du Peuple. Vous n'y participerez pas. Non, je crois que ce Congrès ne pourra pas se tenir. À mon humble avis, le Congrès n'a pas sa raison d'être. Non seulement que je n'y serai pas, mais je crois que ce Congrès ne doit pas se tenir. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi il ne se tiendra pas. Parce qu'il est clairement dit ici que c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui en demande, qui en fait la demande. Donc, ça, c'est conformément à l'article 36 du règlement intérieur du Congrès, qui dit que le Congrès ne peut se tenir que sur demande du président de la République. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, cette demande n'a jamais été faite. Mais voilà comment est-ce que les choses se passent. On nous fait croire que le directeur des cabinets du chef de l'État aurait envoyé. C'est vrai que moi j'ai vu la correspondance. Pour en parler, le face-à-face aujourd'hui reçoit le président du Sénat, M. Alexis Tanguy Mwamba, bonjour. Christian, bonjour. Pourquoi maintenant, alors que le président a proclamé l'état d'urgence le 24 mars dernier, 3 semaines déjà? Nous nous trouvons devant une situation particulière. Il est évident que devant l'urgence, le président de la République a proclamé l'état d'urgence. Nous n'allons pas faire du juridisme pour savoir s'il fallait qu'il passe par l'article 119 de la Constitution qui veut que ce soit le Congrès qui autorise l'état d'urgence. Mais nous nous trouvons devant une situation de fait. Mais la pandémie, telle que se propage aujourd'hui dans le monde, a justifié cette prise de position du président de la République et nous ne condamnons pas. Mais maintenant, nous allons vers la suite du processus. Parce que la Constitution veut que pour proclamer l'état d'urgence, il faille en amont, conformément à l'article 119 de la Constitution,
avoir l'autorisation du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Et puis il y a surtout maintenant des possibilités, oui ou non, de proroger cet état d'urgence. La Constitution est très très claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, 30 jours après, pour pouvoir prolonger cet état d'urgence, il faut demander l'autorisation du Parlement. Donc aujourd'hui... Donc nous sommes dans une démarche de dire l'urgence a justifié que le président proclame l'état d'urgence, même si cela n'était pas totalement conforme à la Constitution. Mais nous n'allons pas faire du juridisme et créer une crise au sein des institutions. Nous considérons que nous ne serions pas responsables si, pour le fait qu'il n'avait pas eu l'autorisation du Congrès, il l'avait proclamé, le faire aujourd'hui, dans une situation de crise aussi importante, nous, parlementaires, nous ne serions pas responsables. Donc ce que nous voulons maintenant, c'est prendre acte que, effectivement, nous sommes dans un état d'urgence et voir maintenant la suite du processus. Avant de proclamer l'état d'urgence, on l'a vu en réunion avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat que vous êtes. C'était donc pour vous informer ou c'était pour vous demander l'autorisation éventuelle? Non. Le président, la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre n'ont pas le pouvoir, de par la Constitution, de donner l'accord pour déclarer l'état d'urgence. Mais de quoi avait-il été question alors? Nous avons été informés de l'ensemble des mesures que le président voulait prendre face à la pandémie. Et nous avions considéré en toute responsabilité que ces mesures-là, il pouvait les prendre. Et lorsque nous avons appris que finalement il a décrété l'état d'urgence sanitaire, bon, ok, nous avons été un peu surpris qu'on ait parlé de l'état d'urgence sanitaire. Mais nous sommes de responsables et nous avons considéré que dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas le juridisme qui prime, mais c'est la situation sur le terrain. Donc ce que nous voulons maintenant, parce qu'il est impossible que nous puissions poursuivre dans cette voie-là si on ne se remet pas dans l'ordre institutionnel. Et l'ordre institutionnel veut que dans des situations de crise comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, les différentes institutions de la République, c'est-à-dire la présidence de la République, le Parlement dans son sens large, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, puissent travailler ensemble pour trouver les solutions qu'il faut pour la République. Donc aujourd'hui, nous travaillons dans le sens de trouver les solutions qu'il faut pour la suite des événements. On a bien compris que vous ne voulez pas de crise, mais nous ne voulons certainement pas de crise des institutions dans un moment comme celui-ci, parce que créer une crise des institutions dans un moment comme celui-ci, ça serait totalement irresponsable. Au nom de la Constitution, cet état d'urgence, le Parlement réuni en Congrès en prendra acte à partir du 24 mars ou à partir du Congrès? Ça ne peut être qu'à partir du Congrès. Ça ne peut être qu'à partir du Congrès. Et c'est pour cette raison que, après avoir examiné l'ensemble de la situation, avec nos différents services, nos collègues députés nationaux et sénateurs, ma collègue et moi-même avons fixé une ligne de conduite pour dire, écoutez, nous n'allons pas débattre sur le fait de savoir
si oui ou non l'état d'urgence a été proclamé conformément à la Constitution ou pas. Nous avons dépassé ce stade-là de savoir si oui ou non c'était conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. La grosse question, c'est le Congrès qui va se réunir, va-t-il démarrer cet état d'urgence ou accéder à une éventuelle demande de la présidence de la République de prolonger l'état d'urgence démarré le 24 mars? Non, le problème devant lequel nous nous trouvons, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'état d'urgence de fait. Même si cet état d'urgence n'est pas de droit. Nous sommes dans un état d'urgence de fait. Nous acceptons le fait que nous soyons dans un état d'urgence de fait. On ne revient pas en arrière pour savoir si, oui ou non, tout ça a été conforme à la Constitution. Maintenant, ce que nous souhaitons en tant que Parlement, c'est que la suite des événements puisse se faire conformément à la Constitution. Et la suite des événements veut que lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, même si dans le cas présent, c'était un état d'urgence de fait sanitaire, de fait, le président ne pourra pas proroger cet état d'urgence s'il n'a pas le point de vue du Parlement. Ce que nous voulons, c'est que pour le futur, le Parlement puisse jouer complètement son rôle. Donc, je pense que ce que nous allons proposer aux parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés nationaux, c'est de prendre acte qu'il y a eu un état d'urgence qui a été proclamé depuis le 24 mars. Nous ne sommes pas dans une situation normale, mais dire, voilà, il faut prendre acte que cet état d'urgence a été proclamé depuis le 24 mars et maintenant il nous appartient à nous, en tant que responsables parlementaires, d'accompagner pour le futur. Parce que notre Constitution est très claire. Quand l'état d'urgence a été proclamé, dans les 30 jours, le président est tenu de demander... On l'a bien compris, la prolongation. La prolongation. Et dans l'hypothèse où il ne demande pas la prolongation, automatiquement, l'état d'urgence cesse d'avoir ses effets. Donc il peut être sûr qu'à l'issue de ce congrès, il obtiendra une prolongation d'1 mois. Cette question, nous allons la présenter. Ce n'est pas 1 mois. La Constitution est claire. Lorsqu'on a proclamé l'état d'urgence, sa durée normale est de 30 jours. Et puis, il peut demander une prolongation qui va de 15 jours. Après 15 jours, on demande une nouvelle prolongation. Donc, nous allons agir tout à fait comme responsables pour que, à partir du 24, sur demande du président, nous pensons qu'il fera cette demande-là, que nous puissions réunir les parlementaires pour leur dire la situation telle que se présente sur le terrain nécessite une prolongation de 15 jours. Je suppose que le président fera cette demande, indique que l'actuel congrès ne se réunira pas à la demande du président. Non, le congrès n'a pas besoin de l'accord, l'autorisation du président pour se réunir. Vous vous êtes autosaisi de la question. La Constitution a réglé toutes ces questions-là. J'ai entendu par-ci, par-là, des gens qui ont dit que pour que le Congrès puisse se réunir, il faut l'autoriser. Il faut une demande du président. C'est totalement faux. L'article 119 de la Constitution est clair sur ce point. Le Congrès se réunit. Il y a un certain nombre d'articles qui règlent cette question-là. Il y a l'article 119 de la Constitution qui dit que le Congrès s'est réuni pour 4 points particuliers. Faut-il réviser la Constitution? Il faut le Congrès. Faut-il autoriser l'état d'urgence? Faut-il autoriser la déclaration de guerre? Et le Congrès s'est réuni. Faut-il entendre le discours du chef de l'État? Le Congrès s'est réuni.
Faut-il désigner les 3 juges constitutionnels? Le Congrès s'est réuni. Et puis il y a d'autres articles, disons, de la Constitution, notamment l'article 166, qui prévoit dans quelles conditions il faut réunir le Congrès. On n'est pas dans une situation qui concerne l'article 166 de la Constitution. Nous sommes dans le cas de l'article 119.2, c'est-à-dire que pour proclamer l'état d'urgence, la guerre, l'état d'urgence, et l'état d'urgence, il faut l'autorisation du Congrès. Bon, nous avons déjà dépassé cette étape-là. Nous allons prendre acte que nous sommes déjà effectivement dans l'état d'urgence, mais la suite du processus doit respecter la Constitution. Alors que la situation s'empire, que pourraient être les principaux changements du quotidien avec cet état d'urgence légalisé par le Parlement? Est-ce qu'il y aura des pouvoirs éventuels, des dispositions accordées à la présidence de la République Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous voulons revenir à l'ordre institutionnel. Nous allons proposer aux congressistes, c'est-à-dire les sénateurs et députés, de prendre acte que l'état d'urgence a été proclamé. Et nous n'allons pas ouvrir un débat pour savoir la légalité ou pas de cet état d'urgence. Oui, mais le président, en cas d'état d'urgence, peut légiférer par ordonnance. Nous sommes dans une situation où le président a déclaré un état d'urgence sanitaire. Nous considérons que nous devons pouvoir l'accompagner uniquement pour le volet sanitaire. Toutes les mesures qu'il pourrait prendre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Oui, mais la Constitution ne parle pas d'état d'urgence sanitaire. La Constitution parle d'état d'urgence. On sait, nous sommes dans une situation un peu particulière. C'est pour cette raison que on va certainement devoir débattre sur une loi de modalités d'application de l'état d'urgence sanitaire. C'est indispensable parce qu'il faut pouvoir couler les décisions du président qui ont été prises par ordonnance. Il faut pouvoir les couler dans une loi pour que ça soit conforme à la Constitution. Et ce que nous allons proposer aux congressistes, c'est effectivement d'aller dans ce sens-là. Mais maintenant, nous allons profiter également de cette situation-là pour légiférer sur la notion de l'état d'urgence. Et dire, bon, lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence sécuritaire, quelles sont les mesures qui peuvent être prises? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence économique, quelles sont les mesures à prendre? Lorsqu'on se trouve dans un état d'urgence consécutive à une catastrophe naturelle, quelles sont les mesures à prendre? Mais maintenant, l'urgence que nous avons, c'est de donner une légitimité aux décisions qui ont été prises par le président. Donc, et ça, notre équipe de travail, députés et sénateurs qui ont eu à travailler, à se pencher sur la question, bon, on nous a dit, écoutez, voilà la voie vers laquelle il faut aller. Et nous allons aller vers cette voie-là, parce que nous ne sommes pas dans une logique aujourd'hui des palabres politiciennes. Le pays n'a pas besoin de palabres politiciennes pour le moment. Mais nous voulons rester dans le cadre de l'ordre institutionnel. Légitimer les décisions prises par le président, mais aussi l'empêcher d'aller au-delà de ce que l'état d'urgence sanitaire permet, légiférer par ordonnance. Ce sont les députés et sénateurs réunis en congrès qui vont pouvoir statuer sur cette question. Il est évident qu'ils vont certainement donner le feu vert pour prendre toutes les mesures liées à l'état d'urgence sanitaire. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir donner des pouvoirs autres que ceux qui sont liés à l'état d'urgence sanitaire. Mais moi, je ne suis qu'un parmi les congressistes, mais ça sera à eux à décider. Mais ça m'étonnerait fort qu'ils puissent donner des pouvoirs qui vont au-delà de l'état d'urgence sanitaire. Dans le cas de l'état d'urgence sanitaire,
nous devons donner au président tous les pouvoirs nécessaires pour pouvoir combattre la pandémie du Covid-19. À quand le congrès? Vous avez une date? Ce que nous avons reçu aujourd'hui, le Premier ministre, donc ce vendredi, ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même avons reçu le Premier ministre et nous lui avons dit, nous allons convoquer le congrès. Mais il y a des préalables pour convoquer ces congrès, c'est notamment nous ne voulons pas exposer les députés et sénateurs et que nous voulions qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour s'assurer que le palais a été complètement aseptisé. Et nous a donné les assurances qu'à partir de ce samedi, les équipes vont passer pour complètement désinfecter le palais à tous les niveaux. Ce palais peut être contaminé par un député ou un sénateur. Évidemment, nous prendrons les dispositions nécessaires. D'abord, au niveau du Congrès, nous ne donnerons pas l'accès au palais au public pour éviter un nombre trop important. Et nous allons faire en sorte, compte tenu de la capacité de l'hémicycle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès, nous allons faire en sorte que la distance entre les différents intervenants soit supérieure à un mètre. Absolument. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir veiller à ce qu'il y ait chaque fois au moins une rangée qui soit totalement vide et que sur les rangées qui sont occupées, il y ait au moins une distance de 2 mètres entre les congressistes. Cela uniquement pour le Congrès. C'est donc que c'était possible aussi. Pourquoi avoir suspendu la session ordinaire? Non, nous avons suspendu le plénière aussi bien de l'Assemblée nationale du Sénat en plein accord entre ma collègue de l'Assemblée nationale et moi-même pour ne pas exposer la santé des députés et des sénateurs. Oui, mais si les mêmes dispositions sont prises pour les plénières, maintenant, pourquoi on va pouvoir les prendre? Parce qu'à partir du moment où nous avions eu la rentrée parlementaire le 16 mars, les parlementaires pouvaient considérer que dès le 17 mars, nous pouvions déjà commencer à avoir les plénières et débattre des